Salut et fraternité. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais exposer ma vision d'un sujet particulièrement difficile à aborder du point de vue théorique, le socialisme. Alors, avant tout, avant d'aller plus loin, je voudrais préciser à ceux qui ne connaîtraient pas exactement mes vidéos, qui sont pas très nombreuses pour le moment, que les vidéos sont réalisées de manière totalement improvisée d'une part, et d'autre part, sans aucun montage. Donc si ça vous rebute, j'en suis désolé. Mais l'objectif, c'est voilà, de, de simuler une sorte de discussion entre moi et un auditeur. Donc, amis viewers, si le formateur rebute, j'en suis désolé, et si d'autre part le sujet te rebute, eh bien, je m'en excuse auprès des quelques abonnés que j'ai déjà, si le format les rebute. Voilà, alors aujourd'hui on va parler du socialisme. Je voudrais déjà faire remarquer que le socialisme n'est aujourd'hui pas un mot très facilement défini, très précisément défini, pardon, puisque il est utilisé par beaucoup de personnes qui n'ont pas grand-chose en commun. À commencer par les membres des partis socialistes actuels, qui sont plutôt situés, disons, au centre-gauche de l'échiquier politique, mais il est aussi revendiqué par des gens à l'extrême gauche, des gens anarchistes, des gens à gauche, divers et variés. C'est-à-dire que le mot socialiste a, au fur et à mesure des années, été revendiqué par aussi bien les anarchistes, les communistes, les révolutionnaires, des réformistes, des centristes, etc. Donc c'est un mot qui, justement, est difficile à appréhender par sa définition, et donc mérite, à mon sens, que j'en donne ma vision. C'est le but de ces vidéos, hein, comment je vois. Donc, évidemment, pour définir le socialisme tel qu'il est, il faut faire un peu d'histoire, parce que ça sort pas de nulle part. C'est l'histoire des idées, et l'histoire des masses, l'histoire des révoltes et des révolutions ont forgé ce mot de socialisme qui est aujourd'hui dévoyé et difficilement définissable. Donc, chacun sait, hein, vous savez sans doute, que le socialisme est né dans la période post-révolution, après les révolutions politiques, disons, dans une période d'industrie marquée par l'émergence d'une catégorie de population que d'aucuns appellent classe bourgeoise, qui possédait les moyens de production. Et elle s'opposait à ce qu'on appelait les prolétaires, à ce qu'on appelle encore les prolétaires, c'est-à-dire ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre, et qui vendent leur force de travail à ceux qui possèdent les moyens de production. Donc, cette opposition de classe a fait naître des idées théoriques sur le socialisme, c'est-à-dire aboutir à une société post-capitalistique. C'est-à-dire dépasser le capitalisme et la remplacer par une société dite socialiste. Donc socialiste à la base, c'est un mot qui s'oppose au capitalisme. Et alors après, évidemment, il y a tout un tas de mouvements de pensée qui se sont développés à partir de ce mot. Dans la grande famille socialiste au sens large, de gauche à droite sur l'échiquier politique, on peut dénombrer des anarchistes, comme Proudhon, Kropotkin par exemple, ou Bakounine, pardon, des socialistes libertaires, comme Louise Michel par exemple. Je ne sais pas si vous avez connaissance de la vie de Louise Michel. Si vous n'avez pas la connaissance de sa vie, je vous encourage vivement à aller taper sur Wikipédia de ce pas pour connaître la vie de cette grande femme communarde, puis poétesse, et puis institutrice du peuple, la Vierge Rouge on l'appelait, grande femme qui a participé au mouvement des idées au cours du 19e siècle et du début du 20e siècle. Je crois qu'elle est morte au début du 20e siècle. Elle a subi une tentative d'assassinat, etc. Mais je m'égare. Donc des libertaires, comme Louise Michel. Vous avez des marxistes qui se divisent en tout en un nombre incalculable de mouvements. Parce que parmi les marxistes, on peut évidemment sortir tous les socialistes démocratiques comme Jaurès par exemple, qui est marqué par la pensée marxiste, mais comme tous les partis socialistes d'Europe et du monde qui refusaient la tendance bolchevique. Vous avez les communistes dans toute leur diversité, bolcheviques, les trotskistes, les
les communistes démocratiques, ça existe. Et puis, bon, il y a plein de gens qui se sont revendiqués du socialisme, qui ne l'ont jamais effectivement mis en œuvre. Vous avez tout un tas de dictatures dites communistes qui se revendiquaient socialistes, à commencer par l'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, mais aussi tout un tas d'autres dictatures, les plus infâmes, coréennes, vietnamiennes, etc. Chinoises, etc. etc. Mais bon, ce mot socialiste, vous voyez qu'il englobe un très large panel de discussions, et donc ma vision du socialisme est celle de Jean Jaurès, c'est-à-dire un socialisme démocratique. Alors, avant de développer ça, je vous donne juste ma réponse, mais puis je vais développer ça. Donc, reprenons un peu l'histoire donc, maintenant qu'on a vu la diversité, voilà ce que je voulais dire, reprenons l'histoire du développement socialiste. Donc, à la fin au XIXe siècle, on a l'émergence de deux classes du fait de la révolution industrielle et de grosses fortunes qui se créent et d'un énorme besoin de main-d'œuvre. Et donc, des penseurs se disent il faudrait venir à bout de cette société inégalitaire et donc de mettre en place le socialisme. Donc, on commence par des révolutionnaires comme Auguste Blanqui, par exemple, qui a passé une grande partie de sa vie en prison et qui prônait une révolution prolétarienne. Nous avons eu ensuite, au fur et à mesure des mouvements d'opinion, des avancées sociales qui ont été obtenues dans les gouvernements, non pas par des gouvernements socialistes, mais par des gouvernements, disons, de gauche, mais qui n'étaient pas encore socialistes, que les socialistes qualifiaient à l'époque de bourgeois. Et les socialistes, à cette époque, en France en tout cas, refusaient de participer au gouvernement bourgeois, parce qu'ils considéraient qu'ils étaient révolutionnaires, et donc la seule façon de mettre en place une société qui dépasserait le capitalisme serait par la révolution. Et donc ils ont un peu évolué, c'est-à-dire qu'on a eu des réformes en France, des réformes sociales obtenues au cours de la Troisième République par des gouvernements de gauche appuyés par les socialistes sans que les socialistes y participent. Nous avons donc eu la retraite, les premières retraites ouvrières, la réduction du temps de travail, le droit syndical, le droit de manifester, l'impôt sur le revenu, etc. Tout ça, c'est des conquêtes sociales qui ont été obtenues non pas par les socialistes, mais par des gouvernements appuyés par les socialistes, que les socialistes, par ailleurs, avaient une bonne tendance à contrer lorsque ces gouvernements se montraient violents à l'égard des luttes sociales. On pense aux grandes grèves de fourmis, par exemple, qui ont été ensanglantées par la troupe. Et puis, on pense à la répression menée par Clémenceau, Aristide Briand, etc. Un certain nombre de gouvernements qui étaient pas socialistes, mais qui ça leur arrivait de réprimer les grèves. Dans tout ce fouillis, et donc après dans tout ce fouillis intellectuel, les socialistes ont réussi à s'unifier en 1905 avec la SFIO, qui regroupait le Parti socialiste d'alors, le Parti ouvrier je sais pas quoi, le Parti guédiste, etc. Bon, le parti de Jules Guesde. En gros, il y avait deux grands partis, enfin il y avait plusieurs, alors c'est compliqué, hein, mais je vais résumer, il y avait plusieurs grands mouvements de pensée. Vous aviez les blanquistes, les possibilistes, les guédistes, les alemanistes, les socialistes indépendants, etc., qui étaient des petites sectes qui s'engueulaient tout le temps et qui ne voulaient pas s'unifier. Puis, sous l'impulsion de grands hommes, Aristide Briand, dans sa jeunesse, lorsqu'il était encore socialiste, et qu'il écrivait un bouquin qui s'appelait « De la Révolution par la grève générale », donc vous voyez qu'aujourd'hui il est cité par un grand nombre de personnes. Souvent ils oublient que dans sa jeunesse, il a été proche de l'anarcho-syndicalisme et qui voyait la grève générale comme le moyen le plus efficace et pacifique de faire la révolution, contrairement à la révolution prônée par un certain nombre de partis guédistes par exemple. Et donc tous ces socialismes ont réussi à s'unifier et en se disant on va fonder un parti unique, la SFIO, Société Française de l'Internationale Ouvrière, qui consistait à section française de l'Internationale Ouvrière, évidemment,
qui consistait à réunir tous les partis socialistes et d'en faire un parti de gouvernement. Et ça a été sous l'impulsion de Jaurès, parce que, évidemment, les socialistes à l'époque avaient une petite tendance au sectarisme, et donc il était difficile de les mettre d'accord, et donc il y a eu de grands débats, des congrès, les gens s'engueulaient, ils n'étaient pas d'accord, ils se cherchaient des noises sur des petits sujets difficilement compréhensibles à notre époque, sur des détails. Et puis ils ont réussi à s'unir, et à partir de là, ils ont réussi sans jamais se dédire de leurs pensées, sans jamais revenir sur leurs principes, à part quelques-uns comme Millerand qui a complètement trahi, Aristide Briand qui a évolué vers le centre, Millerand, lui, il a fini à droite, hein. Donc sans jamais trahir leur pensée, c'est-à-dire en condamnant les radicaux lorsqu'ils menaient des politiques antisociales, en condamnant la réaction lorsqu'elle menait des actions soit pour rétablir la monarchie, soit pour pendant l'affaire Dreyfus par exemple, etc. Ils ont réussi à s'imposer comme une force sans renier leurs engagements. Et puis, bon, il y a eu la guerre, Jean Jaurès est mort, grande figure du socialisme, à laquelle moi je me réfère. Et puis, bien, le Parti socialiste est devenu un parti de gouvernement. Donc, en 1936, allié au Parti communiste d'alors, parce qu'il y avait eu une scission en 1920 entre la SFIO et la SFIC, Section française de l'Internationale communiste et Section française de l'Internationale ouvrière, se sont séparés. Les communistes d'alors estimant que les socialistes n'allaient pas assez loin et les considérant comme des sociotraîtres, ce qu'ils appelaient les sociotraîtres. Mais à l'époque, le Parti socialiste toujours luttait contre le capitalisme, c'était leur but. Il y a par exemple des grands discours de Léon Blum d'alors qui, en 1936, lorsqu'ils ont réussi à s'allier quand même avec les radicaux pour faire face au péril fasciste d'alors, il y a un discours de Léon Blum où ils ont prêté serment en place de la République, je crois, de mettre en place des mesures sociales. Il prend clairement parti contre le capitalisme, parce qu'à l'époque, ce sont les ouvriers qui sont leur électorat, qui sont majoritaires en France, c'est leur électorat, et les ouvriers, fort syndiqués, fort au fait des luttes sociales à l'intérieur de l'entreprise, sont anticapitalistes à l'époque. J'en reviendrai un peu plus tard sur le marxisme en tant que tel, et le capitalisme tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Donc, Léon Blum arrive au pouvoir, forme un gouvernement socialiste, avec, pour la première fois, l'entrée de femmes ministres au gouvernement, alors qu'elles n'avaient pas le droit de vote d'ailleurs, c'est assez étrange. Mais bon, c'est un gouvernement progressiste qui arrive à mettre en place des mesures sociales appuyées par le mouvement social, des grandes grèves qui poussent le gouvernement à agir et à prendre des mesures qui aboutissent aux accords de Matignon et notamment aux congés payés. Et donc ça, c'est une grande réalisation sociale qui est restée dans la mémoire de tous les gens de gauche et de tous les socialistes en particulier. Après 1936, il y a eu la guerre. Un grand nombre de militants socialistes et communistes sont entrés dans la résistance. Alors pour les communistes, j'entends tout de suite ceux qui vont à raison élever des critiques. Il est vrai que le Parti communiste était à l'époque stalinien, c'est-à-dire stalinien. Je ne pense pas que les militants de base connaissaient les agissements des staliniens en URSS. Les cadres dirigeants du Parti communiste sont à cet égard beaucoup plus condamnables. Néanmoins, l'URSS ayant signé un pacte de non-agression avec l'Allemagne nazie, qui n'a été rompu qu'en 1941, le gros des troupes communistes est rentré en résistance qu'en 1941. Néanmoins, dès 1940, on observe des communistes antifascistes qui ont toujours lutté contre le fascisme dans les années 20 et 30, qui rentrent en résistance, notamment à l'appel de Charles Tillion, qui était parmi les cadres du Parti communiste d'alors. Le Parti communiste était d'ailleurs déjà rendu hors la loi par les gouvernements, enfin le dernier gouvernement républicain
justement à cause du pacte germano-soviétique. Mais on observe un grand nombre de résistants communistes qui rentrent en résistance dès 1940. Néanmoins, c'est en 1941 qu'il entre officiellement en résistance. Et à côté de ça, donc ça c'est le point de vue communiste, donc pour moi, socialisme, ça englobe à la fois la SFIO et la SFIC. Je parle de socialisme au sens large. C'est-à-dire ceux qui se proposent d'aller par-delà le capitalisme, de changer les modes de production et les modes de... Et donc, il y a un grand nombre de militants socialistes qui rentrent aussi en résistance. Je pense à Christian Pineau, qui a été fondateur de Libération Nord, membre de la SFIO et grand syndicaliste. Mais il y a tout un tas de militants qui rentrent en résistance, évidemment, socialistes ou sympathisants. Et donc, voilà, le mouvement socialiste se poursuit pendant la guerre, en vue ensuite de changer les choses. Et donc, on observe au sortir de la guerre, on observe des mesures sociales prises par le camp progressiste, le camp socialiste, au sens large, à travers le programme du CNR, du Conseil national de résistance, qui prévoit notamment la mise en place de la sécurité sociale. Et c'est là qu'il faut parler d'Ambroise Croizat, qui était un ouvrier zingueur, membre du Parti communiste. Moi, je ne suis pas communiste, je préfère préciser dès maintenant, mais n'empêche que j'ai de l'admiration pour cet homme, Ambroise Croizat, qui a fondé la sécurité sociale et qui est un système qui fonctionne bien et qui permet d'assurer les frais d'un grand nombre de personnes en France, aussi bien en matière de famille, de retraite, de santé, etc., etc. Donc c'est une grande réalisation qui a été faite par un ouvrier, qui a été ministre et qui a fait de grandes choses. Donc ça, c'est une des réalisations du CNR, par exemple, et c'est la plus emblématique. Mais il y en a eu d'autres. Et ensuite, au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire, donc le Parti communiste, au sortir de la guerre, était très fort, parce qu'il était dans le camp des vainqueurs, c'est-à-dire que c'est eux qui avaient qui s'étaient engagés le plus massivement dans la résistance, en termes de nombre. Ils étaient présents sur les deux zones, ils avaient les syndicats avec eux, notamment la CGT, ils avaient lutté, ils disaient on est le parti des 100 000 fusillés, alors ça, j'y crois pas vraiment. Mais bon, voilà, ils avaient ce prestige de vainqueur de la guerre, et donc ils étaient très forts au sortir de la guerre, alors que la SFIO était moins forte. Et au cours de la 4ème République, il y a un certain nombre, donc il y a Vincent Auriol, qui est un président socialiste, et il y a un certain nombre de gouvernements socialistes, notamment avec Pierre Mendès France. Et puis en 1974, il y a le congrès d'Épinay, donc on a toujours le Parti communiste qui est fort, et puis il y a le congrès d'Épinay. 1974, dans le congrès d'Épinay, François Mitterrand déclare, je cite, « Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, politique, ça va de soi, celui qui ne consent pas à la rupture avec la société capitaliste, celui-là ne peut pas être membre du Parti socialiste. » Donc François Mitterrand nous dit ça en 1974. C'est bien la preuve qu'à cette époque-là, le socialisme est encore anticapitaliste au sens fort. Mais c'est pas parce qu'il est anticapitaliste qu'il s'aligne sur les régimes totalitaires et dictatoriaux qui se réclament du communisme. C'est ça la nuance à laquelle il faut bien s'attacher de répondre. Donc en 1974, le Parti socialiste est encore anticapitaliste, ce qui lui permet notamment de faire le programme commun. Première fois, ils n'y arrivent pas, la deuxième fois, ils font un programme qui leur permet en 1981 d'arriver au pouvoir. Et à l'arrivée au pouvoir, François Mitterrand, en 1981, sur la base du programme de 1981, met en place une série de mesures qui sont clairement dans la ligne socialiste. Au sens fort, attention. C'est-à-dire 5e semaine de congés payés, semaine de 40 heures, nationalisation de toutes les grandes banques, nationalisation d'un certain nombre d'industries, dépénalisation du crime d'homosexualité, et oui, jusqu'en 1981, c'était pénal, du délit d'homosexualité, et puis abolition de la peine de mort. Donc tout ça, c'est des grandes réalisations qui, avec la séquence du programme commun, ont pu être mises en œuvre en France. Il faut noter aussi que en 1960, dans les années 70,
pendant les lois Veil. Les lois Veil sont votées avec l'appui des socialistes et des communistes contre les voix du propre camp, de la propre majorité gouvernementale d'alors. Donc, ils n'ont pas été non plus... Enfin, les socialistes à cette époque n'étaient pas muets sur ces combats. Enfin, donc, il y a la parenthèse libérale qui est ouverte par François Mitterrand, et à ce moment-là, le socialisme commence à être dévoyé par un certain nombre de cadres, embourgeoisés au Parti socialiste d'alors, qui peu à peu s'adaptent et, comme partout ailleurs en Europe, se centrisent et finalement abandonnent l'idéal même du socialisme. Ils n'abandonnent pas le nom, ils continuent à s'appeler socialistes, ils continuent à dire on veut quelque chose de plus juste, et néanmoins, ils changent de pied et ils acceptent l'ordre libéral du monde qui va, et on en arrive aujourd'hui à un tel point que le Parti socialiste est aujourd'hui atomisé, enfin, est très affaibli, et un certain nombre d'autres mouvements qui, eux, se réclament du socialisme, aussi prennent position à gauche, et on a vu émerger de nouvelles idées, notamment l'éco-socialisme, c'est-à-dire l'alliance du socialisme et de l'écologie. Voilà, donc ça c'est l'histoire du mouvement de l'idée socialiste en France, mais on pourrait noter que dans le monde, les partis socialistes et communistes se sont développés un peu partout. Aux États-Unis, au début du siècle, il y a eu une grande vague d'anarchisme, un certain nombre de partis qui se disaient aussi socialistes et qui ont été réprimés, et c'est l'histoire particulière des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire qu'ils ont été suffisamment contenus pour qu'ils apparaissent complètement marginaux, et ensuite, à la faveur de la guerre froide, le socialisme a totalement disparu aux États-Unis d'Amérique. Enfin, en grande partie. En Amérique du Sud, on a eu la révolution mexicaine, on a eu dans ces dernières années les révolutions dites bolivariennes qui participent du mouvement socialiste dans le monde. On a vu aussi arriver des gouvernements plus démocratiques, notamment avec Salvador Allende, que Pinochet a destitué par son coup d'État, qui reste, avec Pablo Neruda, des grandes figures sud-américaines du socialisme. En Afrique, on peut remarquer que Nelson Mandela se disait socialiste, donc c'est un exemple que je prends. Donc la lutte contre l'apartheid, ça s'inscrit aussi, en tout cas dans l'esprit de Mandela, comme quelque chose de socialiste. On peut citer, bon, en Asie évidemment, il y a un certain nombre de pays qui se revendiquaient du socialisme et qui l'ont dévoyé. Donc en Chine, au Vietnam, en Corée, en Russie aussi. Et puis partout en Europe, on a vu des gouvernements arriver au pouvoir, ou en tout cas mener des luttes. En Angleterre, le parti travailliste au début du siècle, dans les années 20, est très à gauche, et donc clairement socialiste. Dans les années 1930, le Front populaire espagnol allie anarchistes, socialistes et communistes contre le fascisme de Franco. C'est la guerre d'Espagne, et on connaît tous la suite. Le Parti communiste italien était le plus grand parti communiste d'alors. Alors, je rappelle encore, pour moi, j'ai même pas de jugement de valeur pour l'instant, pour moi, socialisme au sens large, ça regroupe ce qu'on appelle aujourd'hui les socialistes, c'est-à-dire plus réformistes, et les communistes, mais aussi les anarchistes, mais aussi les libertaires, etc. Donc socialisme, je parle au sens large, c'est-à-dire tous ceux qui veulent lutter contre les excès de la société capitaliste et en faire quelque chose d'autre. C'est tout ce que je n'ai pas encore de jugement de valeur. Donc j'en étais à l'Italie. En Allemagne, évidemment, il y a eu un grand développement, notamment sous l'impulsion de Karl Marx, et puis dans tous les pays de l'Est aussi. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour, un rapide tour du monde. Voilà. Donc tout ça pour dire que le mouvement socialiste est un mouvement vieux, ancien, divers, et continu, et puis mondial. Donc ça, c'est les bases géopolitiques, politiques, géographiques et historiques que je pose avant de développer ma vision de la chose. On est d'accord que les socialistes, étant divers,
il est difficile de tracer une ligne commune. La ligne commune, comme j'ai dit, c'est le dépassement du capitalisme. Alors il y a il y a trois grands mouvements qui se développent. On a les anarchistes qui considèrent que la propriété et l'État étant à la base de la société capitaliste, c'est eux qu'il faut abolir. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je considère que l'État doit doit perdurer. Parce que, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, je suis républicain. Les anarchistes ne sont pas républicains. Vous avez les communistes révolutionnaires, disons. Donc, le NPA, Lutte ouvrière par exemple, les trotskistes, etc., qui eux sont marxistes d'une part, donc ils considèrent qu'il faut un État fort, et puis donc dans la lignée de cette tradition, vous avez le parti bolchevique, vous avez tout un nombre de grands partis qui eux ont tendance à forcer sur la prédominance de l'État dans l'économie, et donc à créer des sociétés bureaucratiques, voire totalitaires. C'est le dévoiement qui est possible avec cette voie. Et bien moi, je suis de la troisième voie du socialisme. Alors, on peut en définir une quatrième. Donc je me définis dans la troisième voie du socialisme, c'est-à-dire le socialisme démocratique. C'est-à-dire que jamais la révolution ne peut se faire. Et donc, oui, les communistes révolutionnaires, les socialistes révolutionnaires sont eux pour une révolution armée si possible, ou en tout cas pour une révolution radicale, qui renverserait l'ordre capitalisme par la lutte armée, disons. Avec ça, je ne suis pas d'accord, parce que je considère qu'il faut raison garder, que la lutte armée fait tomber les meilleurs de toute façon, ne mène à rien, tue plein de monde, et que par principe, je refuse la violence. Donc je ne suis pas de ceux qui veulent renverser l'ordre capitaliste par la violence, blablabla. Ces gens-là, je ne suis pas d'accord avec eux. Néanmoins, je comprends leur point de vue. Leur point de vue consiste à dire, de toute façon, on ne peut pas changer les choses de l'intérieur parce que le système est verrouillé par, alors ce qu'ils appellent, je mets des guillemets, hein, l'ennemi de classe. Et donc, comme c'est impossible de le faire par l'intérieur, il faut le faire par l'extérieur, et blablabla, il faut prendre la lutte armée. Je ne suis pas d'accord avec ça, je considère que les révolutions politiques du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, là, peut-être que la nécessité de prendre les armes était avérée, néanmoins, maintenant qu'on a des droits politiques, c'est comme ça, c'est par le vote qu'on change les choses, pas par les armes. Donc je refuse absolument les armes. C'est ma vision, disons, révolutionnaire des choses. Néanmoins, s'il doit y avoir une révolution prise au sens de changement radical à tous les niveaux, et tout le monde s'y met, de la société, alors s'il doit y avoir une révolution, peut-être, mais elle doit passer par les urnes. Donc c'est ma tradition, et c'est la tradition du socialisme dit démocratique, c'est-à-dire la révolution, certes, la critique du capitalisme, certes, pour en mettre en place une société différente, fondée sur un partage véritable des richesses, certes, mais elle doit se faire par les urnes. Et ça, c'est la tradition du socialisme de Jean Jaurès. Je suis désolé, j'en reviens. C'est mon dada. Et donc, Jean Jaurès a ceci de particulier, c'est très français dans sa façon de voir le socialisme, c'est-à-dire que en France, la tradition socialiste, initiée par des grandes figures comme Aristide Briand avant, Jean Jaurès, Léon Blum, Ferdinand Pelloutier, Jules Guesde, etc. Alors Jules Guesde un peu moins, mais bon, on peut citer Pierre Mendès France, François Mitterrand, etc. Tout un tas de grandes figures comme ça, dans cette tradition-là, le socialisme n'est que le prolongement de la République. Il y a une phrase très célèbre de Jaurès qui résume très bien ça, c'est « La Révolution française a rendu le citoyen maître dans la cité, après la chute des rois, elle doit maintenant le rendre maître dans l'entreprise, c'est-à-dire le socialisme n'est que l'aboutissement ultime de la République, n'est que l'aboutissement ultime des principes de liberté, égalité, fraternité. Elle doit s'incarner politiquement, mais aussi économiquement. Donc le socialisme d'un point de vue théorique, celui auquel je me réfère, c'est celui-là. C'est-à-dire, je ne fais pas de différence entre socialisme et république sociale. Pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire le socialisme n'est que le prolongement de la République. C'est pour ça que dans la vidéo précédente, où j'exposais ma vision de la politique en général, je me disais d'abord démocrate, parce que
j'estime que le choix, la pluralité des points de vue et le choix libre de chacun est le préalable à tout. Ensuite, républicain, et le socialisme n'est que le prolongement, l'aboutissement de cette république. C'est ma vision du socialisme. Et je voudrais noter que elle diffère de la vision qu'ont un certain nombre de partis dits sociodémocrates en Europe et dans le monde, étant donné que la social-démocratie, elle, c'est vrai, se dit démocratique, elle l'est, encore que Ortega est un social-démocrate, je suis pas sûr que ce soit un démocrate. Mais bon, ça c'est un cas extrême. Hein. Ce sont des démocrates, je n'émets pas le moindre doute à ce sujet. Néanmoins, ce sont plus des socialistes. Ce sont plus des socialistes parce que ils ne critiquent plus l'ordre social établi. Ils ne critiquent plus l'ordolibéralisme, le néolibéralisme qui vont à l'encontre de l'idéal socialiste. Alors, ce que j'aime pas non plus, c'est que ces gens-là citent Jaurès, citent Blum, disent on est le parti héritier de Jean Jaurès. C'est vrai, c'est-à-dire que si on prend la filiation, c'est vrai, mais c'est pas parce que vous en êtes l'héritier et c'est pas parce que vous en êtes le fils que vous n'avez pas trahi la parole du parti père. Or, quand on lit les discours de Jaurès, quand on lit sa pensée, qui est une pensée lumineuse à tout point de vue, Jaurès, à mon sens, ne s'est jamais trompé. Il s'est trompé ni sur la nécessité du socialisme comme aboutissement de la République. Il était d'abord républicain, il s'est rendu compte que la République n'allait pas assez loin, il en est donc venu au socialisme, notamment après les grèves de Carmaux. Il ne s'est pas trompé sur la justice républicaine, en défendant notamment Dreyfus. Il ne s'est pas trompé sur la lutte qu'il y avait à mener contre les violences des impérialismes français, anglais, dans les colonies, notamment en critiquant la guerre du Maroc, en critiquant l'armée, les troubles qu'il y avait en Arménie. Il ne s'est pas non plus trompé sur la vision à apporter de la Révolution française. Il considérait que la Révolution française était quelque chose de bien, ce qui est aujourd'hui remis en cause par un certain nombre de gens, même de personnes, même socialistes, entre guillemets. Donc ce sont des gens qui, aujourd'hui, les socialistes, les sociodémocrates, citent Jean Jaurès et finalement en usurpent le prestige, puisqu'ils ne correspondent plus à la pensée de Jaurès, et pourtant ils se revendiquent comme ses héritiers, ce que je trouve malhonnête intellectuellement. Je pense qu'ils devraient développer leur point de vue, qui est respectable, j'admets qu'il y a des arguments, néanmoins ne pas usurper la parole des morts, et notamment pas de ceux qui étaient en profond désaccord avec eux. Il suffit de lire l'histoire socialiste de la Révolution française, l'Armée nouvelle, le discours à la jeunesse, un certain nombre d'autres de grands discours qu'il a fait, notamment à Albi, à Pau, à Paris, le discours du Pré Serre-Gervais, etc. Toute l'œuvre de Jaurès, et ses deux thèses aussi, parce que le monsieur, après avoir fait Normal Sup, et après avoir majoré Normal Sup, a fait deux thèses, une en latin et une en français, ça pose un homme. Donc après avoir fait tout ça, il s'est pas trompé sur la guerre non plus, évidemment. C'est pour ça qu'il a été assassiné, hein, je précise. D'ailleurs, notez que dans 10 jours, ce sera l'anniversaire de sa mort, et voilà, c'est tout. Donc voilà, je trouve que ces braves sociodémocrates devraient admettre que leur pensée diffère de celle des gens dont ils se revendiquent les héritiers, et de développer leur propre théorie, ça me semblerait plus honnête intellectuellement. Pour finir, je voudrais donc résumer ma pensée. Le socialisme, c'est un mot qui est... Enfin, je vais résumer ma pensée. Le socialisme est un mot qui est utilisé à toutes les sauces. On ne comprend plus ce que c'est. Il est donc nécessaire de mettre des bonnes définitions dessus. Qu'est-ce que le socialisme? C'est un grand mouvement de pensée progressiste qui considère que le progrès humain passe par le progrès social et passe par le dépassement de la société capitaliste. Parce que dans la vision socialiste et marxiste, il y a ce qu'on appelle, d'après ce que j'ai compris, je ne suis pas marxiste parce que je suis contre la dictature du prolétariat, il y a ce qu'on appelle le matérialisme historique, qui pousse les sociétés
Donc oui, il y a le matérialisme historique qui consiste à dire le mouvement des idées et le mouvement des sociétés tend vers la République sociale, le socialisme, appelez-le comme vous voulez. Il y a eu d'abord les sociétés primitives, puis des sociétés fondées sur l'esclavage, puis des sociétés fondées sur le servage au Moyen-Âge, puis des sociétés fondées sur l'exploitation capitaliste du monde, démocrate certes, mais démocrate dite bourgeoise, et puis les démocraties socialistes en viendront à complètement abolir, enfin, à l'aboutissement de cette évolution du monde. Ça, c'est le socialisme, le matérialisme historique, une grande notion à connaître en ce qui concerne le socialisme. Donc je me perds un peu, donc je résume ma pensée. Disons, oui, je voulais parler de Marx avant de résumer, je suis désolé, hein, je résumerai après. Je voulais parler de Marx. Marx, souvent, on en fait le fondateur du communisme. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est vrai qu'il a écrit le manifeste du Parti communiste. C'est vrai. Néanmoins, c'est surtout le créateur de ce qu'on appelle capitalisme aujourd'hui. Et c'est une personne qui est très étudiée, y compris par les financiers qui sont capitalistes, y compris par les penseurs capitalistes se basent sur Karl Marx. Karl Marx, c'est pas un démagogue, un idéologue. Si, c'est pas un propagandiste. C'est un intellectuel engagé. C'est une personne qui a créé un mode de pensée, une structure de pensée, parce que quand on veut agir dans la société, on est obligé d'avoir une grille d'analyse. Il a créé cette grille d'analyse dite marxiste, qui consiste à dire, en gros, il y a deux classes, ceux qui possèdent, ceux qui bossent, et c'est pas normal que ceux qui bossent aient toute latitude pour opprimer ceux qui possèdent, et toute latitude pour opprimer ceux qui bossent. En gros, c'est ça, la lecture marxiste du monde. Alors évidemment, c'est un peu poussiéreux, c'est un peu vieillot, mais néanmoins, ça reste pertinent dans un certain nombre de domaines, et c'est même pertinent pour les gens qui justement souscrivent à cette vision capitaliste du monde, à la vision capitaliste du monde. Donc Marx, il faut pas en faire un idéologue communiste, c'est pas vrai. C'est un sociologue, un économiste, un philosophe qui a décrit le monde selon une grille d'analyse particulière. De même que Spinoza l'a fait, de même que Kant l'a fait, de même que Platon l'a fait, de même qu'un certain nombre d'économistes l'ont fait, etc., etc. Donc, je résume ma pensée. Cette fois, c'est promis, je résume. Et j'arrête d'en dire plus. Si je dois en dire plus, je le ferai au cours d'une prochaine vidéo. Je résume ma pensée. Le socialisme est aujourd'hui un mot difficilement compréhensible parce que c'est un foutoir intellectuel. Tout le monde se revendique socialiste sans qu'on mette vraiment une définition claire de ce mot. Donc, moi, j'appelle socialiste l'ensemble des mouvements de pensée qui veulent passer au-delà du mode capitaliste de production. Donc ils veulent changer le mode de production. Il y a plusieurs voies, la voie anarchiste, la voie révolutionnaire, la voie démocratique. Même si une révolution peut être démocratique, une révolution peut être réformiste, néon bleu, blablabla. Mais bon, j'appelle socialisme ça. Le socialisme a une histoire. Il est divers, il est mondial. Donc c'est quelque chose qui est important dans le mouvement des idées, ce qui justifie cette vidéo. Ma vision du socialisme est la suivante, celui de l'aboutissement de la République. Je suis démocrate parce que, comme je l'ai dit dans ma vidéo, j'estime que c'est la base de tout, le préalable de tout. C'est pas le cas de tous les socialistes. Moi, je suis d'un socialisme démocratique. Je suis démocrate avant tout. À choisir entre quelqu'un anti-socialiste démocrate et un socialiste non démocrate, je choisirais l'antisocialiste démocrate. Voilà. Donc je suis démocrate avant tout, je suis républicain, c'est le mode d'application de cette démocratie, et le socialisme, la république sociale, autrement dit, c'est l'aboutissement de la république. Alors ça se fonde dans tout un tas de mesures sociales, d'amélioration des conditions de travail, d'amélioration des conditions de vie, parce que je n'oublie jamais que si on fait de la politique, c'est pour les gens. Donc les congés payés c'est bien, la réduction du temps de travail c'est bien, la sécurité sociale c'est bien, les retraites ouvrières et les retraites en général c'est bien, l'écosocialisme c'est bien, etc., etc.
Ça, c'est des mesures concrètes qui déclinent cette théorie que j'expose dans cette vidéo. Et ce socialisme, et si je devais choisir une figure tutélaire de référence, ce serait Jean Jaurès, parce que c'est une personne hautement qualifiée intellectuellement, un philosophe, un grand orateur, donc qui était bourré de qualité, bourré d'intelligence, et qui ne s'est quasiment jamais trompé. Enfin, j'ai pas d'exemple en tête où il se soit foncièrement trompé. Contrairement par exemple à Zola, qui lui a une vision assez héréditaire et bourgeoise du monde, contrairement à Clémenceau, qui a réprimé les grèves dans le sang, contrairement à Fernand Laborie, qui est l'avocat de Zola, qui a défendu Dreyfus, mais qui était pour la peine de mort, contrairement même à Victor Hugo, quand même, qui est un gigantesque personnage, énorme, qui est formidable à tout point de vue. Et bien, Victor Hugo s'est quand même trompé sur la colonisation. Lui, il était pour la colonisation. Donc, peut-être que Jaurès, sur le patriarcat, c'est assez flou. Mais en tout cas, il n'y a pas de prise de position nette contre les droits des femmes. Voilà, donc, il s'est jamais trompé, et c'est la figure tutélaire à laquelle je me rattache. Donc, je finirai par ces mots. Vive la République sociale, et vive le socialisme, le vrai. Celui qui n'est ni dévoyé par les bureaucrates totalitaires type URSS, ni dévoyé par, même si c'est moins grave évidemment, je vais passer au même niveau, par les sociodémocrates qui abandonnent le socialisme. C'est-à-dire que je suis d'un socialisme démocratique. L'URSS, c'est même pas du socialisme, mais bon, on pourrait l'appeler socialisme, mais en tout cas c'est pas démocratique, donc j'en veux absolument pas. L'URSS ou tout autre type de machin. La social-démocratie, c'est peut-être démocratique, mais ça n'est plus socialiste. Je suis pour un socialisme démocratique, celui de Jaurès. Vive la République sociale!